Il y a quelques semaines, des agents de la DGSI, de la DGSE et du GIGN se sont fait localiser. Pas en étant grillés lors d'une filature, pas à cause du piratage de serveurs ultra sécurisés, mais parce qu'à un moment, ils ont installé une application sur leur téléphone. Une appli de météo, un jeu vidéo, comme vous, comme moi, sans trop réfléchir. Sauf que des journalistes du Monde ont voulu savoir où atterrissaient vraiment nos données quand on installe ces applis. Alors, ils ont réussi à obtenir une base de données publicitaire qui s'échange sur des marchés parallèles. Pour nous raconter comment ils ont fait et tout ce qu'ils ont découvert de perturbant dans cette base de données, on reçoit Martin Untersinger, un des journalistes derrière cette enquête explosive. Il va nous expliquer comment il a réussi à identifier les agents, comment le marché de la donnée est devenu incontrôlable et surtout ce que vous pouvez faire pour limiter les dégâts. Juste avant d'en parler, je suis content de vous présenter le partenaire idéal pour ce sujet. Et normalement, vous le connaissez, c'est Incogni. C'est un service qui va supprimer automatiquement vos données personnelles des bases de données qui les collectent et les revendent. Email, numéro, adresse, tous les trucs qui circulent et qui font que vous avez du spam ou du risque de piratage. Et ce qui est génial avec Incogni, c'est qu'ils contactent toutes ces entreprises en masse à votre place et vont gérer toutes les démarches de suppression automatiquement. Vous avez un joli dashboard pour suivre tout ça en temps réel et avec le code underscore, vous aurez moins 60% sur l'abonnement annuel avec garantie satisfait ou remboursé. Je vous mets le lien en description et on reprend. Quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ces ces bases de données, de ces datasets et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, déjà, l'enquête à laquelle tu fais référence, c'est la 4e ou 5e d'une sorte de série qui a commencé à titre personnel en 2017, qui porte sur les données personnelles extraites depuis les téléphones mobiles. Donc on a fait plein d'articles qui montrent qu'on peut suivre le déplacement des gens, notamment. Là, ce qu'on a essayé de faire dans cette enquête, c'est de voir, ok, ces données, elles existent, ça on le sait. Qu'est-ce qu'on peut en faire si on s'intéresse aux gens qui exercent un métier sensible? Et du coup, on a obtenu, et on travaille sur ce sujet avec plusieurs médias, notamment allemands et néerlandais, on a obtenu une base de données de 16 millions d'identifiants publicitaires français. Et on s'est dit, ok, regardons le nombre de données qui sont géolocalisées, le nombre de téléphones en fait géolocalisés dans les locaux de la DGSE, donc Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services de renseignement extérieur français, le truc le plus sensible de la République. Et il y avait des centaines et des centaines de téléphones qui pinguaient, qui étaient géolocalisés dans la DGSE. Mais à la limite, ça, c'est embêtant. Mais ce qui est vraiment embêtant, c'est que s'ils pingent à la DGSE, ils pingent ailleurs en fait. Ils pingent sur le chemin aller, sur le chemin retour de tous les gens qui y travaillent. Et on s'est rendu compte que c'était très facile de trouver certains domiciles de gens travaillant à la DGSE, que c'était possible de voir aussi leurs activités perso, là où ils vont faire leurs courses, là où ils vont chercher leurs enfants. Alors je parle de la DGSE, en fait en réalité c'est valable pour tout, hein, pour la DGSI, pour les bases militaires, pour les policiers de la DGSI, pour le GIGN. Le GIGN, il y a des téléphones qui pingent dans les camps d'entraînement du GIGN, notamment il y a un village dans le sud de Paris, un sorte de village abandonné dans lequel ils s'entraînent. Et là il y a plein de téléphones. Évidemment que lorsque le même téléphone ping dans un petit pavillon à 1 heure de là, il y a quand même de fortes chances que ce soit quelqu'un du GIGN. Et à chaque fois qu'on se disait, ah tiens, je vais regarder une centrale nucléaire, ah tiens, je vais regarder une prison sensible, ou tiens, je vais regarder une base militaire. L'Élysée. À chaque fois, l'Élysée. Par exemple, à l'Élysée, j'ai regardé, moi, il y a plein de téléphones à l'Élysée. Ah tiens, il y en a un qui est aussi au pavillon de la Lanterne, qui est la résidence de week-end du président, à l'aérodrome de Villacoublay, qui est là où décolle et atterrisse la flotte présidentielle. Il est dans une caserne dans Paris, qui fait partie des casernes abritant la garde républicaine. Et en fait, la garde républicaine, parmi ses missions, il y a la protection de l'Élysée. Donc, il y a aucun doute, quoi. Et le problème, en fait, c'est pas tellement là, dans ce cas particulier, de pouvoir géolocaliser Macron, parce qu'en réalité, la plupart de ses déplacements, ils sont annoncés. Vous allez élysée.fr, il y a l'agenda du président de la République. Ce qui est plus embêtant, c'est de pouvoir accéder aux déplacements et aux habitudes et aux domiciles du gendarme, en l'occurrence, chargé de sa protection. Parce qu'on peut faire pression sur lui, on peut faire pression sur sa famille, enfin, j'espère que non, mais c'est clairement le danger que ça pose. Et donc, moi, je me suis pointé au domicile, ce qui pensait être le domicile de ce gendarme. J'ai pu confirmer que le nom sur la boîte aux lettres correspondait à un gendarme. Un vrai gendarme. Donc voilà, et pareil pour la DGSE, on a pu confirmer que une bonne partie des domiciles qu'on avait identifiés appartenaient bien à des gens travaillant à la DGSE. Juste pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est-à-dire que
ces données, donc ces bases de données, tu parles de localisation, donc on s'imagine que vous avez à la fin une carte où vous pouvez regarder où sont les trucs. C'est un CSV, c'est un gros CSV de 16 millions de lignes, quoi. Et voilà, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce fameux CSV, donc ce tableur, il y a quoi dedans exactement et comment vous voulez être procuré? Est-ce que ces données, vous les avez achetées? Non. Ces données, c'était un échantillon commercial qui était proposé par un courtier en données personnelles, dont le job est de récupérer des données publicitaires, de les agréger et de les revendre à d'autres acteurs de l'industrie de la publicité. Donc c'est censé démontrer la quantité, la qualité des données que propose le courtier avant que tu achètes, et généralement c'est plutôt de l'ordre de l'abonnement. Et donc comment vous avez fait pour obtenir l'échantillon? Je peux pas tout dire, mais on s'est pas annoncé comme journaliste, ça c'est sûr, mais c'était très facile. Tu demandes au courtier et le courtier vérifie que tu as l'air d'être dans le business et il te le donne, quoi. C'est dans son intérêt. À quel point ces points que vous observez sur la carte sont précis? Ça dépend, il y a de tout. Alors, pour cette enquête-là, c'était vraiment que des données géolocalisées. Et 90% étaient de la géolocalisation GPS, donc très fine. Dans d'autres jeux de données, d'autres courtiers, parfois, la géolocalisation, elle est déduite de l'adresse IP, donc c'est une géolocalisation au mieux à l'échelle de la ville, mais franchement, voilà. Moins dangereuse, quoi. Ouais, beaucoup moins dangereuse. Après, il y a de quelle application est issue la donnée, quel est le navigateur, l'user agent, et aussi la page qui est affichée à l'intérieur d'une appli. Donc, vous pouvez ne serait-ce qu'avec le nom de l'appli, mais aussi avec cette information un peu plus précise, déduire des centres d'intérêt. Et comme c'est un même identifiant publicitaire, si vous le voyez dans plein d'applis, même si vous n'avez même pas de géolocalisation, vous avez quand même un profil des intérêts, du type de personne que c'est. Et si d'un seul coup, paf, il y a avec une autre application une géolocalisation précise, comme tout est uni par l'identifiant publicitaire, en fait, faut pas raisonner à l'échelle d'une application, il faut raisonner à l'échelle de toutes les applications qui sont sur un téléphone et qui peuvent collecter une petite portion d'informations et ensuite tout est réagrégé ou rassemblé par l'identifiant publicitaire. Super intéressant. Donc en fait, là, vous, dans ton échantillon, dans ton CSV, tu as des données de localisation pure. Ouais. Vous avez fait des corrélations vous-même en utilisant les lieux. Oui. Donc c'est vraiment assez très artisanal, hein. C'est les pages jaunes, société.com, enfin sans vouloir. Et tu sais pas forcément que tel point du GIGN, il est fan de salade ou des trucs compromettants. Non, moi je le vois pas. Dans ce dataset. Mais sincèrement, et c'est d'ailleurs pour ça que ces courtiers existent, c'est justement pour faire ce genre de rapprochement. Pour pouvoir dire, en fait, moi, j'ai envie d'avoir les gens qui visitent telle chaîne de supermarché et qui aiment les jeux vidéo ou qui ont comme centre d'intérêt la randonnée. Et ça, c'est la visée publicitaire. Ouais. Et ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est de démontrer que d'un point de vue de la sécurité, on peut utiliser ces mêmes outils-là pour des trucs critiques. Donc, totalement. L'exemple de la corrélation, c'est tu as démontré qu'il y avait des agents de sécurité ou des gens du GIGN. Et en fait, tu trouves, par exemple, qu'ils ont des centres d'intérêt qui te sont utiles pour faire pression sur eux. Par exemple, tout à fait. Mais sachant que pour faire pression sur eux... Des logs sur des sites porno, bam, bam. On peut tout imaginer, On peut tout imaginer. Et moi, ce qui m'a le plus effrayé, on a regardé les téléphones qui étaient géolocalisés à la DGSI. Et il y a un téléphone qu'on voit pinguer à la DGSI, puis à la gare de Lyon, puis dans un bled dans le sud-est de Paris, sur une maison. Depuis la maison, on trouve très facilement un nom. Le nom, on le Google, c'est un policier. Il y a une photo de ses enfants. En regardant un peu les déplacements, on découvre aussi que il y a le commerce on découvre que c'est le commerce de sa femme. Enfin bref, c'est flippant. Ouais, c'est assez vertigineux. Et ce que je trouve aussi vertigineux, c'est quand vous suivez cette personne-là qui va faire une correspondance à Gare de Lyon et qui va aller chez lui. À Gare de Lyon, vous êtes capable de dire sur quel quai il est, tellement c'est précis. Et dans sa maison, vous êtes capable de dire à peu près où est la chambre, parce que c'est la nuit, versus le salon. Enfin, on est sur cette précision dans les données. Maintenant, quand tu prends la triangulation avec les antennes relais, le GPS et la géolocalisation avec les identifiants Wi-Fi, en fait, c'est de 3-4 mètres de précision. Donc, il y a clairement plusieurs cas où on voit dans quelle zone de la maison le téléphone est utilisé. Donc c'est vertigineux. Et donc la question qui se pose instantanément, c'est ok, très bien, mais
d'où viennent ces données. Est-ce que vous avez pu enquêter sur ça et trouver les origines? Ouais, alors pas dans ce dataset-là, parce qu'il n'y avait pas l'info de quelle application venait la donnée, mais dans des datasets et des enquêtes précédentes, on l'a su, et ça peut être n'importe quelle appli. Les deux OS des smartphones, ils vous demandent, au premier démarrage, est-ce que vous voulez vous géolocaliser ou non. Si vous dites oui, en tout cas c'est ce qu'ont fait ces gens-là, c'est les gens qui se retrouvent dans notre dataset, il y a une application qui leur a demandé une géolocalisation, ils ont dit oui. La géolocalisation, elle a été récupérée par l'application ou un de ses prestataires, et ensuite elle est abonder les marchés publicitaires. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est très difficile parce que ça peut être une donnée récupérée par l'application, l'éditeur de l'application lui-même, mais plus souvent par la brique logicielle, le SDK, ou qui lui fait les stats de visite, qui lui fait la pub, qui lui fait un autre type de service. Parce que pour expliquer un petit peu, donc là tu l'as dit, le tracking, la réception d'une donnée de géolocalisation, elle peut être faite déjà par l'appli. Oui. Ça, on connaît tout ça, on ouvre Google Maps, ça nous suit absolument partout, c'est le concept même de l'appli. Oui. Donc ça, c'est une première possibilité, un premier coupable possible, c'est que ce soit l'éditeur lui-même qui revende la donnée. Mais les développeurs, ils peuvent vouloir financer leur appli aussi avec des pubs. Absolument. Ils peuvent vouloir analyser les statistiques, c'est ce que tu as dit. Tous les développeurs web connaissent ça, où tu rajoutes un petit JavaScript de Google Analytics et ça te donne des statistiques sur le nombre de visites et tout dans des jolis dashboards. Et bien pour le développement mobile, c'est la même chose. Et le mot que tu as employé, c'est SDK. Et donc c'est ce petit bout de code en tant que développeur, on récupère, on met dans notre appli. Et on en tire quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Quand vous autorisez la géolocalisation pour une appli, en fait, vous savez à quelle appli elle est destinée, mais vous savez pas derrière cette appli qui réellement récupère la donnée. Alors vous pouvez avoir une idée en ouvrant les conditions générales d'utilisation, en constatant qu'il y a 250 sociétés listées comme étant potentiellement récipiendaires de vos données. Donc c'est impossible en fait. Et surtout ça change hyper souvent. Et il y a même, et c'est pour ça que c'est d'une complexité folle, il y a même un moyen de récupérer les données par des acteurs qui ne sont pas dans l'application. Parce que la manière dont fonctionnent aujourd'hui les enchères publicitaires en ligne, c'est que vous avez des places de marché auxquelles sont branchés plein d'acteurs, des gens qui vont afficher des publicités, des gens qui ont des espaces publicitaires. Et les gens qui ont des espaces publicitaires vont dire « Hey, j'ai un internaute qui est à tel endroit, parce qu'il a activé la géolocalisation, et qui a tel profil, et qui a tel identifiant publicitaire, qui s'intéresse de lui montrer de la pub. » Et du coup, cette information, elle est diffusée à plein de gens au sein de cette place de marché. Normalement, les bonnes pratiques de ces places de marché, c'est de ne pas garder cette information une fois que, bah non, moi, cet internaute, moi, je m'en fous, c'est pas dans mon business ou ça m'intéresse pas. Mais il y a des gens, on sait qu'il y a des acteurs qui se greffent à ces places de marché et qui stockent et qui enregistrent toutes les enchères qui passent et qui se constituent comme ça des bases de données alors même qu'ils ont aucun lien visible depuis l'application. Si on fait tout le process du début à la fin, j'installe un jeu mobile. Je clique. Là, j'ai des pop-up qui me demandent de valider les trucs. Je dis OK. Alors, je mets do not track. Donc je joue à mon jeu. Là, quand on connaît pas, on peut se dire, ok, c'est le développeur du jeu qui gère les pubs sur le jeu. On peut penser ça. Et en fait, non. Le développeur du jeu, il a juste installé un SDK qui lui donne tant de centimes à chaque fois que son jeu est utilisé. Et derrière, il y a une sorte d'énorme mastodonte, un marché gigantesque où on se trade de l'espace d'attention, en fait. C'est exactement, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a quand même ces derniers mois, ces dernières années, des fonctionnalités d'iOS qui quand même contribuent à limiter ce tracking, et notamment quand une application, elle récupère votre géolocalisation en fond de tâche en permanence, régulièrement, le iOS va dire c'est normal, c'est OK. Donc ça contribue à limiter. Et d'ailleurs, il y a une grosse battle entre Apple, Google versus, par exemple, Facebook, mais globalement après tous les entreprises de la pub, quoi. Parce que les entreprises de la pub, elles veulent plein de données et les Apple et Google veulent leur en donner le moins possible. Enfin, il y a une espèce de guerre. Donc ça a quand même, faut avoir en tête, en fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est que, sauf cas un peu particulier où vraiment la personne elle dit OK tout le temps et elle a toujours une appli qui la géolocalise non-stop, et donc du coup on a cette géolocalisation non-stop, souvent, et ce qu'on voit dans les données, c'est que c'est une géolocalisation un peu temporaire, genre pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant quelques heures, ne serait-ce que parce que si l'appli elle est pas active en permanence, en arrière-plan, voilà, bah la localisation elle sera pas récupérée. Donc c'est quand même des données qui sont pas 100% exhaustives.
Et pour donner des noms, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, on parle de cas un peu concrets, on n'est pas capable de concrètement dire, par exemple, si vous avez telle ou telle appli, il y a des chances que vous soyez dans ce dataset. Franchement, ça change tellement souvent que ce serait un peu juridiquement périlleux. Mais je vous renvoie à nos précédents articles où on a noté, par exemple, que Le Bon Coin, les données, elles se retrouvaient géolocalisées au GPS, elles se retrouvaient assez facilement dans les brokers. Mais le problème, c'est que ça peut même pas forcément être 100% la faute du Bon Coin, parce que Le Bon Coin, ils peuvent très bien dire, bah ouais, mais moi, je géolocalise les gens parce que les gens ils veulent chercher des annonces proches de chez eux, donc je les géolocalise. Et après il y a un acteur en 2e, 3e, 4e rang en fait qui les a récupérés. Peut-être même qu'il a été récupéré par l'acteur qui s'est greffé dans les places de marché à l'insu du Bon Coin, quoi. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à ça. C'est d'une complexité folle. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu prenais l'exemple du jeu. J'ai accepté la localisation. On peut se dire, vas-y, quand je joue à un jeu, j'accepte pas la géolocalisation, ça paraît logique. Mais en fait, par exemple, une appli de météo, pour avoir la météo de là où tu te trouves, tu acceptes la géolocalisation. Et il y a des applis de météo qui se sont retrouvées dedans. Dans des applis qui ont leak des données à des courtiers, on a pu racheter les données. On a fait le chemin inverse, globalement. Par exemple, météo et radar. C'est super intéressant. Il y en a qui viennent de, comme tu disais, Le Bon Coin, Vinted. Ça, c'est typique. Personne va payer une appli de météo, en fait. Donc, il faut bien qu'elle gagne de l'argent. Donc, il faut de la pub. Et en plus, la géoloc pour une appli de météo, ça fait du sens. Une autre catégorie, les applis de rencontres. Parce qu'en fait, j'avais pas pensé, mais les applications de rencontres, quand tu veux rencontrer des gens, c'est là où tu habites. Oui. Et donc, tu acceptes la géolocalisation. Et pareil, on en retrouve. Et des applis il y avait un exemple avec WorldBeat, qui est une appli de langue. Il y a des applis vraiment, tu te dis pas, c'est shady, c'est un VPN gratuit, ça va me pomper mes données. Enfin, c'est ça que je trouve dingue, c'est que ça peut être Candy Crush ou Le Bon Coin, quoi. Qui se retrouvent via des courtiers, et souvent, eux-mêmes, quand vous allez les interroger par la suite, ils sont là en mode, on va faire une enquête en interne, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé parce que Le Monde, donc mon employeur, s'est retrouvé alors pas dans la dernière enquête là, mais la précédente, s'est retrouvé on a vu qu'il y avait des données qui étaient extraites de notre base de données. On s'est dit, mais génial, on va pouvoir refaire tout le circuit puisque c'est nos données. Enfin, c'est les données de nos utilisateurs, donc ça va être facile. Et on a vu avec le service juridique, on a vu avec les devs et tout, et impossible de savoir. Impossible. Parce qu'en fait, il y a marqué dans ta donnée, il y a l'IP, il y a l'user agent, il y a l'appli Le Monde, ça vient de Le Monde, machin. Mais c'est tout. Du point de vue de la loi, tu l'as dit, ces plateformes de marché, il semblerait qu'elles aient une activité qui est illégale. Comment on est ou au moins en partie, comment on est en capacité de dire ça ? Alors, une donnée qui est prélevée directement sur votre téléphone, une donnée personnelle, prélevée sur le téléphone, à des fins publicitaires, pour que ça collecte, son traitement, son utilisation soit légale, il y a un truc, c'est le consentement. Il faut que vous ayez donné votre consentement. Dire, je suis d'accord pour que ma localisation soit utilisée à des fins publicitaires. Par telle personne ? Par telle personne, exactement. Le consentement en droit des données personnelles doit être libre, spécifique, il y a plein de critères. Il faut vraiment, c'est pas genre oui, je suis d'accord, il y a 250 possibilités de 250 entreprises différentes qui peuvent récupérer mes données, je suis OK avec ça. Non. C'est un vrai consentement, quoi. C'est comme quand tu signes un contrat, quoi. Il faut que ce soit précis, net, clair. Ça, c'est pas un truc sujet à interprétation, tu vois, c'est vraiment. C'est ce que disent les boîtes de la pub, en disant, ah non, mais nous, nos données, elles sont RGPD compatibles, ou e-privacy compatibles, en l'occurrence, c'est un autre texte. Parce que les gens, ils ont dit oui. On dit OK. Sauf qu'en fait, dans les faits, la manière dont les autorités de contrôle des données personnelles raisonnent, si vous savez pas ou si il faut aller tout au fond des conditions d'utilisation pour comprendre, pour savoir où vont vos données, c'est pas un consentement valide. Et en plus, dans plein de cas, on est même incapable. Enfin, il y a même pas de correspondance entre les sociétés listées dans les conditions d'utilisation et le courtier, quoi. Il n'y a pas une personne à qui qu'on est allé voir sur la base de leurs données en disant est-ce que vous êtes OK, enfin qu'est-ce que vous en pensez, mais tout le monde est complètement horrifié, genre mais qu'est-ce que vous faites devant chez moi, comment vous avez eu ces infos, enfin qu'est-ce que c'est que c'est. Personne n'est là. Ouais, bien sûr, j'avais consenti. J'avais cliqué sur oui, ça doit être tel courtier, non attendez, je regarde dans mes petits dossiers, oui, j'ai donné mon consentement tel jour, telle heure, non, personne. Et il y a des précédents, il y a des condamnations de... Assez peu, et en fait, comme c'est un écosystème ultra fragmenté, même quand il y a des sanctions, ça concerne un courtier, ça concerne un petit acteur. Donc il y a eu des sanctions, mais c'est marginal et en plus ça prend très longtemps.
c'est des petits montants parce que c'est des petites sociétés. Alors, si on enlève Facebook et Google dans l'écosystème publicitaire, faut pas s'imaginer que c'est des énormes boîtes. Donc, en fait, c'est des petites sanctions. Et il y a des cas où des startups se font épingler par le régulateur ou Google ou d'autres acteurs. Ils disparaissent et puis, bizarrement, le mois suivant, il y a une nouvelle boîte créée par le même dirigeant et qui font globalement les mêmes choses. Donc. Et surtout, ces datasets donc illégaux, c'est pas un truc qui est utilisé que par des boîtes shady bizarres. C'est qui est client de ça? Toute l'industrie publicitaire qui supporte aujourd'hui la plupart de Internet. Voilà, donc ça c'est les premiers clients, mais il y a d'autres, clients entre guillemets. Ces données, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles permettent de suivre les gens. Donc assez rapidement, il y a des boîtes qui se sont créées, qui récupèrent ces données, probablement pas en s'annonçant avec leur vraie identité, probablement sous couverture, en faisant croire qu'elles sont des entreprises publicitaires, mais c'est des entreprises qui récupèrent ces données, qui ensuite les repackagent et les fournissent aux forces de l'ordre dans le monde entier. Donc il y a une quinzaine de boîtes qui aujourd'hui sont dans ce business-là, de faire exactement ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire de récupérer les données, sauf que elles, évidemment, elles ont plus d'argent, plus de moyens, donc elles se branchent en temps réel sur les places de marché, en temps réel sur les trucs, récupèrent des flux et des masses de données, mais ensuite, elles vont démarcher des forces de l'ordre, des services de renseignement ou services de police, en leur disant, si vous voulez géolocaliser quelqu'un, vous pouvez peut-être récupérer son identifiant publicitaire par une autre manière, ou vous savez qu'il est à tel endroit à tel moment, donc on peut récupérer son identifiant publicitaire comme ça, et ensuite vous pouvez le suivre. Ou il y a des boîtes qui font des logiciels espions, qui utilisent ce marché de la publicité comme vecteur d'attaque, parce que une publicité, c'est du contenu affiché directement sur un téléphone. Donc c'est une surface d'attaque. D'un seul coup, vous passez d'un téléphone qui est tout fermé, là, d'un seul coup, vous arrivez à rentrer dans le téléphone et à afficher un truc. Les navigateurs, alors ils font des progrès et il y a des failles qui sont patchées régulièrement, mais il y a toujours des failles parce que c'est un peu par nature, comme vous affichez un truc externe, c'est une grosse surface d'attaque. Du coup, il y a un certain nombre de boîtes spécialisées dans les logiciels espions qui utilisent ces données publicitaires pour cibler. Elles disent à leurs clients, écoutez, si vous arrivez à récupérer l'identifiant publicitaire, nous on le met, et dès qu'on va le voir passer dans les marketplaces, on lui affichera une publicité vérolée. Et donc nouveau vecteur d'attaque. Donc c'est marrant parce que il y a des boîtes qui ont développé cette capacité sur la publicité, d'abord comme vecteur pour les logiciels espions, et ensuite qui se sont dit mais on peut peut-être monétiser encore d'une autre manière, et donc qui le monétisent en solution de pistage. Et bam. Ouais. Et ça veut dire qu'ils sont capables d'envoyer une publicité ciblée à une seule personne avec la vulnérabilité, la charge utile pour target une personne. En fait, le système des enchères, c'est des enchères automatisées. Ouais. Généralement, c'est des critères un peu larges. Genre, je veux toucher telle démographie, les hommes de 35 ans qui habitent à Lille, etc. Mais rien ne t'empêche de faire une enchère sur un identifiant publicitaire. Et quand tu vois passer cet identifiant publicitaire, boum. Et en plus, un prix très haut parce que Et ça inquiète pas mal les autorités. Dans son dernier rapport, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est le garde du corps numérique de l'État, consacre 2 pages à ça. Parce que le problème, c'est que par exemple, pour revenir à un logiciel comme Pegasus, un logiciel espion ultra sophistiqué qui utilise des failles inconnues d'Apple, par exemple, ou des applis à l'intérieur du téléphone, pour rentrer dans le téléphone et installer un logiciel vendu au gouvernement. Vendu au gouvernement, très très cher, etc. Il y a 2 problèmes, on va dire, techniques. Le premier, c'est de trouver une vulnérabilité logicielle pour rentrer dans le téléphone. Ça c'est le gros truc. Mais leur deuxième problème, c'est de trouver un vecteur. Avant, les logiciels, les premiers à arriver sur le marché, ils étaient ce qu'on disait one click. Donc, il fallait envoyer un message à la cible et espérer qu'elle clique sur un lien. Donc, compliqué, parce que il fallait qu'elle l'ouvre, il fallait qu'elle clique, etc. Généralement, juste le clic, ça suffisait, mais il fallait quand même que ça avait pas un succès de 100%. C'était pas 0 clic. Ensuite, les meilleures sociétés de type NSO Group qui fait Pegasus, ils ont réussi à faire des exploits 0 clic. Par exemple, quand vous envoyez un e-message, vous commencez à mettre le numéro de téléphone, bam, ça devient bleu. Vous savez que le téléphone en face a iMessage. Donc il y a déjà des échanges entre votre téléphone et le téléphone de votre correspondant. Ils utilisaient des failles dans ce type d'échange pour rentrer sur le téléphone. Donc la personne en face, elle voyait rien. Mais oui, en termes d'ingénierie, c'est de la folie. C'est de la folie. En termes d'ingénierie pure, c'est de la folie. J'ai entendu parler aussi de l'appel WhatsApp. Oui, tout à fait. Même principe. T'appelles quelqu'un sur WhatsApp. Même pas. Tu vois rien.
La victime ne voit rien. Voilà. Mais c'est juste dans les premiers échanges préalables à l'établissement du contact téléphonique qu'il y a une faille et qui rentre dans le téléphone. Ce qui est dingue, parce que déjà, il faut trouver la faille, mais en plus, de WhatsApp, c'est pas juste dans WhatsApp que le logiciel espion il est, c'est dans tout le téléphone, il sort de WhatsApp, donc c'est ouf. Et donc WhatsApp, c'est pas le faire. Exactement. Et donc, l'apport de la publicité, c'est que c'est un peu le même genre. C'est un truc où l'utilisateur, il ouvre une appli, il ouvre son navigateur, boum, il a une publicité, il a rien à faire, il voit rien, et en plus, c'est plus facile d'exploiter une vulnérabilité dans un navigateur qui, par définition, exécute du code externe que dans une truc WhatsApp. Message, ouais. Et justement, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a le bazooka, entre guillemets, qui consiste à envoyer du malware à travers la pub. Mais quand bien même ils y arriveraient pas, ou ce que tu expliquais, c'est que même sans faire ça, les services de renseignement sont quand même très intéressés par cette donnée. Oui, parce que ça permet de suivre les gens. Et ce que tu nous disais, c'est que ça c'est un nom, en fait, ça s'appelle l'advertising intelligence. Ouais, tout à fait. T'avais pas un exemple d'une boîte en question Il y en a 2 qui ont été plus documentés que les autres, mais en fait, évidemment, il y en a plein d'autres, c'est juste qu'on les connaît. Elles sont pas encore sorties. Donc il y a Fog Reveal, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Là, j'ai à peu près compris que ça se payait entre 5 6 000 et 9 000 $ par mois. Mais en fait, c'est comme tu vendrais un service à un agent de sécurité, donc il va payer au nombre de requêtes, ou alors il a des requêtes inclus pour suivre des gens, ou pour suivre des identifiants publicitaires. Donc en fait, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de se casser la tête à aller sur la marketplace publicitaire, à récupérer les données de tout le monde, à les analyser comme vous avez fait, en fait, t'achètes un outil tout prêt. Et il y en a un autre qui s'appelle LocateX, fait par Bubble Street, où on en a entendu parler parce qu'il y a des journalistes américains de 404 médias qui ont démontré qu'ils arrivaient à suivre des Américaines qui allaient dans des cliniques pour se faire avorter. À un moment où c'était criminel dans certains États. Oui, exactement. Bah oui, c'est le problème, parce que là, on depuis tout à l'heure, on se dit c'est impressionnant et tout, et c'est vrai, ça l'est, mais faut pas perdre de vue que c'est des données-là qui sont ultra sensibles, c'est des données qui circulent, et c'est des données, là on parle uniquement des dans mon enquête on a parlé de personnel sensible, mais en fait ça concerne tout le monde. Ça peut être des journalistes d'investigation dans des pays autoritaires, ça peut être tous les cas où les données personnelles peuvent être retournées contre la personne. C'est potentiellement hyper grave et hyper dangereux. Là on a pris comme exemple les gens qui ont des métiers un peu sensibles en matière de sécurité, mais en réalité ça concerne tout le monde, quoi. Et les personnes et les catégories de population les plus vulnérables sont au moins aussi concernées, quoi. Et à partir du moment où ces données existent, on pourrait très bien imaginer, par exemple, que votre assurance se mette à regarder, je sais pas moi, où est-ce que vous allez déjeuner le midi, par exemple. Est-ce que vous allez plutôt au Burger King ou manger de la salade, auquel cas vous aurez une petite prime ou un malus, mais non, ce sera jamais présenté comme un malus, ce sera toujours un bonus. Bah oui. Ce qui est la même chose. Et donc, je trouve que c'est des petites visions dystopiques comme ça, des petits qui permettent de réaliser que si, en fait, on a globalement intérêt à réduire cette surface d'exposition, justement. Et alors, ça nous amène à la question la plus importante. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a quand même peut-être une part de responsabilité si on parle des personnels sensibles, parce que si tu fais ultra gaffe, si tu regardes toutes tes applications, que vraiment tu mets la localisation, que vraiment quand on a besoin, que tu peux aussi réinitialiser ton identifiant publicitaire régulièrement, tu peux faire quand même des trucs. Mais ça nécessite quand même un temps et une attention qu'on est peut-être en droit d'attendre des personnes les plus sensibles de l'État, mais même, je sais pas, le cuisinier de la DGSE, est-ce qu'on veut vraiment lui demander de resetter son identifiant publicitaire et de passer une demi-heure tous les mois à regarder dans ses paramètres chaque appli. Celle-là, on sait pas, en fait, j'en sais rien. Je vais regarder dans les conditions, machin. Bref. Donc c'est pas réaliste. Donc pour moi, il y a peut-être une petite part de responsabilité. Est-ce qu'ils ont répondu les forces de l'ordre ? Alors ils sont tous au courant. C'est très difficile de faire pour plusieurs raisons, de donner des consignes de sécurité précises et claires. Parce que si la consigne, c'est vous laissez votre téléphone dans votre véhicule quand vous arrivez au travail. Dans les données, on voit que c'est ça que les gens font. Notamment la base de l'île Longue, en Bretagne, d'où partent les sous-marins nucléaires. On voit qu'il y a plein de pings. Il y a assez peu de pings vraiment dans la base, mais par contre, il y a beaucoup de pings sur le parking. Donc ça veut dire que les gens, ils suivent les consignes. Mais en fait, ça change rien. Parce que tu vois quand même que le mec se gare. Exactement, il est dans le parking officiel. Donc en fait, à part demander aux gens de laisser leur téléphone chez eux, mais
Nous, on a eu un échange avec un acteur sensible de l'État qui nous disait non, on a déjà du mal à recruter des ingés, à recruter des profils techniques, de recruter des experts en géopolitique et tout. Parce qu'ils peuvent se faire plus, enfin surtout pour les techos, se faire beaucoup plus d'argent dans le privé. Si en plus on leur dit, vous devez laisser votre téléphone chez vous, pas dans votre sac, pas dans un casier à l'entrée, mais chez vous. C'est-à-dire que quand vous sortez, que vous devez aller récupérer votre gamin, quand vous devez aller faire les courses, quand vous voulez aller au ciné, quand vous voulez... Hygiène, vous. Non mais voilà, franchement, c'est impossible. Donc en fait, ils sensibilisent, ils disent attention, n'accordez pas la géoloc, il y a des guides qui circulent sur comment paramétrer au mieux et tout. Mais en gros, ce sont les autres trucs de sécurité qui vont limiter les dangers de cette collecte. Parce que les dangers de cette collecte, c'est quoi ? Ça va être, vous savez que tel officier de la DGSE a un ou une amante, vous allez pouvoir vous en servir pour en faire pression sur lui. En fait, à la DGSE, ils savent tout de tous leurs employés normalement. Donc en fait, cette info, elle va pas pouvoir être utilisée pour faire pression. Normalement, en théorie. Ou ils sont formés à détecter les tentatives d'approche de services hostiles et leur consigne, c'est d'en parler tout de suite parce que comme ça, ils peuvent régler le truc, quoi. Donc c'est plus, et là je donne la DGSE, mais ça marche aussi pour les centrales nucléaires par exemple, où en gros il y a, on a sollicité EDF, on a dit alors est-ce que ça pose problème ? Oui, ça peut poser problème, mais voilà toute la liste de toutes les protections qui sont en place dans les centrales nucléaires qui font que même si on fait pression sur sa famille et on lui dit vas-y fais péter amène des explosifs dans une centrale, normalement il y a d'autres trucs qui font que ça se passe pas. Et pour nous autres mortels, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire simples ? Faire gaffe à qui on partage sa géoloc, mais ça marche que pour la géoloc parce que c'est à part arrêter d'utiliser des applis, on peut rien faire, quoi. Ou en tant que développeur ? Ah oui, alors en tant que développeur, je vous renvoie vers alors je vais pas parler de ce que je connais pas, mais vous renvoyez vers le guide de la CNIL qui pour le coup donne des vrais guidelines. À la fin, on a expliqué que là, une responsabilité qui pouvait être diluée, qu'on savait pas où. Il y a quand même un moment, c'est toi. C'est l'éditeur de l'application que tu décides de mettre dans ta. Exactement, en fait. Exactement. Et même légalement, c'est vous qui êtes. Ouais, chercher. tout à fait, ouais, absolument. Si ces sujets vous intéressent, il faut absolument que vous alliez voir notre chronique sur ce que le FBI a trouvé dans la cave d'une maison. Des rangées d'ordinateurs qui ne servent pas du tout à miner du Bitcoin, mais qui vont finir par révéler un complot complètement improbable. C'était dans cette vidéo.